il y a eu beaucoup d'expérimentations, mais le constat demeure le même. Vous avez un taux d'intérêt qui est très dissuasif, à 2 chiffres, qui frôle parfois ou même dépasse les 20%. Nous avons également des conditions d'accès qui sont dissuasives parce que tout simplement, cette forme d'agriculture que M. Tankari a décrit est classée parmi la catégorie des activités à risque. À risque, donc, effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais c'est quand même rassurant parce que la région, si vous prenez l'Afrique de l'Ouest, il ne manque pas des expériences réussies. Et nous avons des modèles de financement via des instruments mis en place même par les propres producteurs. Je peux vous donner, pour ceux qui connaissent un peu le Burkina, vous avez les systèmes CREP, les caisses d'épargne et de prêt de la Fédération des groupements NAM. Et vous prenez également la Fédération des paysans du Fouta-Djallon du côté de Timbi Madina, avec les coopératives de services qui se sont organisées autour de la production de pommes de terre et tout, financer le conseil, la collecte jusqu'à la transformation et jusqu'à la commercialisation. Tout ça montre que effectivement c'est possible. Et vous avez également d'autres modèles via des partenariats entre les producteurs et les privés. Et ça également, ça marche et nous avons des exemples concrets. Ceux qui connaissent la Mauritanie avec la laiterie Tiviski qui transforme du lait de chamel et qui arrive à nouer des partenariats avec l'association des producteurs laitiers transhumants, assurer le financement de pratiquement toute la chaîne, de l'amont à l'aval et tout, etc., qui montre que dès qu'il y a une relation de confiance qui est bien établie, ça marche. Hors d'Afrique de l'Ouest, nous avons le cas malgache avec la firme Le Cofri. C'est tout un réseau de près de 10 000 producteurs qui accèdent au financement, qui innovent, qui font tout, etc. et qui arrivent même à répondre aux normes européennes en termes de produits maraîchers. Donc cela est possible. Mais l'expérience également de terrain nous montre que la question de financement de l'agriculture familiale ne doit pas être pensée isolément. Elle doit être pensée de façon intégrée et au développement, dans une approche globale de développement des chaînes de valeur, quelqu'un a parlé de ça tout à l'heure, et surtout de renforcement de l'insertion de ces agriculteurs familiaux dans ces chaînes de valeur. Ça, c'est une donnée suffisamment importante que nous allons prendre en compte. En termes de solutions, je pense que les politiques au niveau de la région ont pris corps grâce à la pression des producteurs. Et si vous prenez les nouvelles lois agro-silvopastorales, parce que la première étape, c'est la reconnaissance même du métier de l'agriculture, d'agriculteur familial. Parce que c'est ça le vrai problème. Et si vous prenez toutes les lois agro-silvopastorales, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, cette question est mise en priorité, en incluant bien sûr la question de l'accès au foncier qui était évoqué tout à l'heure avec M. Tankari. Donc, c'est un premier pas quand même pour créer un minimum d'environnement qui donne confiance effectivement. Mais le problème reste tout entier parce que dans d'autres circonstances comme le Brésil, le système de bonification a été testé, mais difficile totalement de mettre en œuvre au niveau des pays parce qu'effectivement, on se heurte au problème de financement, des capacités de financement au niveau des États. Alors vous parliez de l'implication du politique, c'est évidemment essentiel. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que tous les pays africains soient très impliqués pour le soutien de leurs agriculteurs. Et il y a aussi un manque de cohérence parfois qui saute aux yeux quand on regarde un petit peu un manque de cohérence régionale. Je pense par exemple aux enjeux de l'élevage en Afrique de l'Ouest où il y a un peu des aberrations. Est-ce qu'il n'y a pas du travail aussi de concertation entre les pays à faire entre eux ? Normalement, l'atout régional réside dans la promotion de la solidarité régionale.
Cela veut dire, c'est quoi? C'est faire en sorte à valoriser les complémentarités entre les différentes zones et faire en sorte effectivement que il y ait des échanges suffisamment dynamiques. Vous prenez l'Afrique de l'Ouest, l'ambition régionale est que le bétail qui vient du Niger, du Mali ou du Burkina Faso puisse approvisionner en viande tous les pays côtiers. Malheureusement, l'incohérence fait que si nous avons des exemples concrets, je n'ose pas citer le nom d'un pays ici, malheureusement, et qui montre que chacun, vous prenez des politiques du Sud, c'est clairement stipulé l'autosuffisance en viande. Donc cela veut dire que toute cette dynamique de valorisation des complémentarités est mise à rude épreuve et cela pose beaucoup de problèmes. Monsieur Tankari? Oui, c'est vrai que la situation n'est pas très encourageante, mais il faut voir qu'au cours de ces 2 dernières années, la dynamique d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest est en train de prendre corps, c'est-à-dire en train de se concrétiser. Il évoquait le cas du pastoralisme. Le pastoralisme était un casse-tête parce que ça limitait la mobilité du bétail sur des parcours naturels entre différents pays. Et là, on vient d'avoir un programme régional pour appuyer le pastoralisme. Et donc ça, c'est un premier cas concret. Et l'intérêt de ce programme régional, c'est qu'on a demandé aux acteurs de terrain de participer à sa conception et à sa mise en œuvre parce qu'eux, ils vivent les difficultés liées à la mobilité du bétail. Et dans le cas de l'agriculture, il y a également, je pense, un programme régional pour intégrer les agriculteurs des pays de la CEDEAO. Je ne suis pas sûr que c'est aussi avancé que pour le pastoralisme, mais l'idée est là. Alors, on a parlé de l'agriculture familiale. C'est vrai que 2014, c'était l'année de l'agriculture familiale, mais c'est pas pour autant que ça s'arrête et que ça continue pas en 2015. Surtout que on le dit pas assez, mais les agriculteurs familiaux représentent 40% de la population active mondiale et produisent 80% de ce que nous mangeons. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, en Afrique, beaucoup de pays sont à l'heure du choix des modèles. En France, on a bien compris qu'il y avait une réflexion aussi sur les modèles agricoles à promouvoir. Est-ce que, selon vous, cette agriculture familiale, j'aimerais vous entendre un peu les uns les autres, est le modèle à promouvoir? Je me doute que vous allez répondre que oui, mais non, pas forcément, Vincent, mais on va voir. Mais surtout, comment ce modèle d'agriculture familiale peut être mieux valorisé? Parce que souvent, on entend notamment, alors je ne parle pas de la France, mais en Afrique, du point de vue des gouvernements, c'est quelque chose qui est loin de passer encore aujourd'hui. Et on sait qu'il y a dans des instances internationales, je pense à la Climate Smart Agriculture qui a été créée récemment, beaucoup de lobbies qui poussent à d'autres types d'agriculture plus intensifs, plus industriels, qui peuvent poser des problèmes de développement et d'insécurité alimentaire. Donc sur ces modèles-là, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire ou quels sont les arguments qu'il faudrait mettre en avant pour défendre ce modèle d'agriculture familiale ou pas? Qui veut? Oui, allez-y. Merci, je vais rebondir sur... parce que vers la fin, vous avez bien précisé c'est quel argument on peut avancer, parce que de toutes les façons, en ce qui concerne le choix des modèles, souvent nous appelons même que dans les pays, il y a des choix controversés de modèles, parce qu'effectivement, vous avez vu 2008, etc., ça a mis la pression sur les dirigeants, voir les populations brûlées et tout, et les consommer brûlées dans les villes, si bien que beaucoup de gouvernants sont obligés de chercher des modèles importés, transposés et autres, etc. Si vous demandez mon point de vue, généralement on dit qu'il faut construire à partir de l'existant. Et l'existant, c'est quoi? C'est l'exploitation familiale agricole, mais de façon inclusive. Il n'y a pas de raison à dire qu'il faut totalement bannir les autres formes d'agriculture. Mais l'argument qu'on peut donner en ce qui concerne l'exploitation, il y en a beaucoup. Vous avez par exemple, quelqu'un a parlé des politiques d'ajustement structurel. Depuis que les États ont démissionné par exemple du Conseil agricole,
et de tous les autres éléments, l'exploitation agricole familiale a été à mesure de combler ce vide. Faire également face aux effets des changements climatiques. Et M. Tankali ne l'a pas relevé, mais il y a le courant au niveau du Sahel qui dit quand le Sahel reverdit. Pourquoi cela? Parce qu'on a constaté, des années 75 à 2003, une reconstitution du Sahel. Il y a 20 fois plus d'arbres, et même là où ça ne poussait pas, ça pousse. Et du côté de Tillabéri, et Tawa, Maradi et autres, les analyses montrent qu'il y a pratiquement 250 000 hectares de terre qui, en 1975, étaient incultes, mais aujourd'hui, ça nourrit les hommes et les animaux. Donc, voilà. Et tout ça, c'est au prix du savoir-faire paysan, couplé avec des investissements de longue durée, parce que c'est des programmes bien soutenus avec des appuis publics pendant au moins 20 ans. Le dernier élément qu'on peut dire, mais nous avons aussi des évidences où l'exploitation familiale a su réagir à l'incitation de marché. Tout à l'heure, j'ai donné le cas de l'association des producteurs laitiers et transhumants, qui, grâce à l'incitation créée par la laiterie qui est là, qui appuie, qui donne les intrants, qui finance tout, qui assure la commercialisation, la transformation, etc., ont pu effectivement transformer leur agriculture, leur mode d'élevage des chamelles et répondre à cette attente. Et il y a beaucoup d'exemples qui montrent effectivement que l'agriculture familiale, en tout cas, peut faire face à des situations. Alors Marie-Hélène Le Hénaff, la France fait partie des pays qui défendent ce modèle, mais dans les instances où vous allez, vous pouvez peut-être nous raconter que ce n'est pas toujours simple. Oui, peut-être juste un petit retour sur l'agriculture familiale. C'est vrai que même en France, en 2014, on a eu des questions, on nous dit pourquoi vous défendez comme ça. Bon, il y a d'abord, peut-être on peut parler des agricultures familiales, parce qu'entre l'exploitation de M. Touzeau et une exploitation au Sahel, c'est pas tout à fait pareil, mais pour autant, il y a quand même une structure. Et puis, je veux dire, ces agricultures familiales, elles évoluent aussi dans un environnement. Enfin, je le disais tout à l'heure, peut-être un peu rapidement. D'abord, pourquoi les agricultures familiales? Pourquoi est-ce qu'en France et en Europe, on a gardé ce modèle? Parce que c'était de l'emploi, parce que c'était aussi la manière d'assurer de l'emploi dans les campagnes et de produire de façon aussi peut-être plus durable. Hein. Il y a un lien au respect de l'environnement qui est peut-être plus, à travers ce modèle, beaucoup plus fort qu'à travers des multinationales ou des structures très très grandes. Voilà, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des évolutions et qu'au fil du temps, c'est pas un modèle, il n'y a pas un seul modèle, je pense qu'il y en a plusieurs. Alors, et puis, deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand on dit agriculture familiale, on n'a pas tout dit, il faut vraiment parler de politiques publiques qui soutiennent aussi et d'un environnement favorable au développement de ces agricultures, de la chaîne de valeur derrière, des organisations de producteurs, parce qu'un producteur tout seul, et je pense que on ne contredirait pas, un producteur tout seul, c'est pas facile, c'est fragile. Donc l'organisation, c'est important et nous sommes convaincus en France qu'effectivement, il y a un rôle de la puissance publique pour favoriser les externalités positives en fait, hein, de ces agricultures familiales en travaillant sur l'environnement et sur les politiques publiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle au plan international de politiques agricoles, alors nous d'abord, quand ce sont les Européens qui en parlent, on nous a quand même longtemps dit qu'on affamait le reste du monde. Et effectivement, il faut savoir que quand on a mis en place la PAC, on était dans une situation d'insécurité alimentaire en Europe nous-mêmes. On était importateurs de produits agricoles. Donc petit à petit, on est devenu excédentaire et trop excédentaire. Donc la PAC évolue tous les 7 ans. Donc c'est vrai qu'elle a été longtemps taxée de beaucoup de mots, mais elle a beaucoup évolué. On pourra y revenir si vous le souhaitez. On est en Europe dans une situation de politiques agricoles très forte. Et quand on parle à l'extérieur, aujourd'hui,
quand on est par exemple en format G20, c'est un peu tabou de parler de politiques agricoles. On va parler du marché, on va parler d'ouverture des frontières, on va parler de l'OMC. Certains pays, tels l'Argentine, le Brésil, vont avoir de cesse que d'ouvrir toutes les frontières partout. Et voilà, ça c'est un point très difficile et que la France, je pense, dans le concert international, la France porte cette voix particulière de parler de politique agricole forte et c'est voilà, c'est pas toujours facile effectivement de le faire, mais je crois que alors, y compris avec la société civile, avec un travail de fond, ben, les idées progressent quand même et on a vu que le marché tout seul n'assurait pas la sécurité alimentaire mondiale, et ça c'est important. Vincent Souzeau. Oui, et sur le fait qu'il faille soutenir les agricultures familiales, évidemment, moi je suis d'accord. Je rejoins, d'abord on doit parler des agricultures familiales, et puis il existe aussi des complémentarités entre d'autres formes d'agriculture et l'agriculture familiale, et je pense qu'il faut aussi le souligner. Pour nous, jeunes agriculteurs, un des éléments importants qu'on a porté avec une trentaine d'organisations paysannes des 5 continents lors d'un sommet international à Bordeaux, c'est que pour maintenir ce modèle agricole et pour le développer, il faut absolument qu'on ait une reconnaissance du métier d'agriculteur, une reconnaissance sociale, juridique, économique dans tous les pays, parce qu'on ne peut pas mettre en place, justement, comme vous le dites, des politiques agricoles ciblées, des politiques de développement, si on ne sait pas à qui pour qui on va les faire. Je crois que c'est important. On doit considérer les agriculteurs autrement, je crois, dans tous les pays du monde, et puis se dire qu'on fait des politiques pour eux, et c'est important de conserver des politiques agricoles qui aident dans le développement de tous ces agricultures. Voilà. Vous avez tous parlé, alors donc ça va être un petit peu la dernière question, et après on vous donnera la parole, donc préparez vos questions aussi. Vous avez tous parlé un petit peu en filigrane des changements climatiques. Bon, évidemment, en France, on parle beaucoup de climat cette année, parce qu'on a beaucoup d'espoir avec cette conférence qui aura lieu à Paris début décembre. En quoi les changements climatiques modifient, finalement, vous l'avez évoqué un petit peu, ces enjeux et accroissent finalement l'insécurité alimentaire déjà aujourd'hui dans vos différents aspects, dans vos différents pays, par exemple, je sais pas, au Niger, Monsieur Tankari? Je pense que le changement climatique amplifie la précarité. La précarité, par exemple, au Sahel. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'entre 1973 et 2001, on a eu 3 grandes sécheresses majeures, mais à partir de 2006, entre 2006 et 2012, on en a eu 4. Donc déjà une fréquence de plus en plus élevée des sécheresses, avec des impacts de plus en plus grands. En 2010, il y a 7 millions de personnes qui ont été affectées par la crise alimentaire au Niger. Donc ça, c'est un impact très direct. Ça renforce la précarité. Dans un contexte où les États ne sont pas tout à fait préparés à apporter des réponses efficaces sur le court terme en matière d'alerte précoce, en matière de réponse aux crises engendrées par la sécheresse, et surtout en matière de politique de long terme, pour intégrer cette dynamique, enfin ce problème de changement climatique au sein de toute l'économie, et pas seulement l'agriculture, parce que c'est toute l'économie qui est affectée, en fait. Donc sur le long terme, les politiques ne sont pas tout à fait adaptées. Mais du coup, qu'est-ce que vous attendez, vous, par exemple, de la conférence de Paris sur ces enjeux? Déjà, ça a été souligné tout à l'heure, le fait que la sécurité alimentaire soit un pilier dans les négociations, dans tout ce qu'on discute. C'est vrai qu'on parle beaucoup... Un pilier, c'est pas gagné, ça vient juste d'y rentrer. Mais... Voilà, ça c'est ce qu'on attend. On discute beaucoup d'atténuation, de contribution des pays pour réduire les émissions. Mais du point de vue du Sud, c'est important de mettre tout ça en relation avec la sécurité alimentaire. Vincent Touzeau, sur le climat, parce qu'on parle toujours des pays du Sud, mais on a eu un beau rapport fait par Jean Jouzel qui nous montrait que les impacts des changements climatiques en France sont loin d'être anecdotiques. Donc, Oui, c'est sûr. Enfin, après, je me dis finalement l'exemple qui est donné du Sahel et puis nous ce que l'on peut vivre aujourd'hui en termes de changement climatique dans un pays au climat tempéré comme la France. On n'est pas, je pense, dans les mêmes changements d'échelle. Je suis incapable de vous dire si aujourd'hui
les quelques années qu'on vient de vivre assez humides. Nous, l'été, voilà, avec des difficultés de récolte, mais des rendements plutôt bons dans ma région sont liés au réchauffement climatique. Je pense que de mémoire de mon père ou de mon grand-père, il y avait eu certainement, on est plutôt sur des années exceptionnelles, voilà. Mais après, ce n'est pas un jugement, c'est un jugement simplement un peu empirique, d'observation comme ça, qui n'a peut-être pas de valeur scientifique. Je crois que de toute façon, on sera obligé de s'adapter au climat parce que de toute façon, notre outil de travail, c'est le sol, c'est l'air, et puis voilà. Donc on est lié à tout ça. Et donc voilà, je pense que le changement climatique, pour nous, c'est un défi. Mais aujourd'hui, vous dire comment on va l'appréhender. Vous-même, vous n'êtes pas impacté, mais c'est vrai qu'il y a plein d'études qui montrent qu'en France, l'agriculture, enfin, je ne sais pas, Marie-Hélène Le Hénaff, peut-être vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus. L'agriculture française est quand même déjà impactée par les changements climatiques. Il y a des régions, notamment je pense au sud-est, qui vont avoir des difficultés. Oui, alors c'est vrai qu'il aurait fallu faire venir des chercheurs parce que mais on va avoir tout au long de l'année 2015 beaucoup de conférences scientifiques et beaucoup d'interventions de chercheurs à Montpellier. Dès le mois prochain, nous aurons une conférence qui s'appelle Climate Smart Agriculture, donc mondiale, sur justement l'apport de la science, parce que c'est difficile à appréhender sur la durée. Voilà, donc on a des experts pour ça, on a Jean Jouzel, on a Jean-François Sousana à l'INRA, etc. Et en fait, les scientifiques vont nous aider déjà à comprendre le phénomène et ensuite à imaginer des solutions, parce que l'agriculture l'activité agricole pâtit effectivement dans certaines régions des changements climatiques. Dans certaines régions, en particulier au Sahel, dans le bassin méditerranéen, c'est déjà visible. En France, c'est vrai que ça dépend où. En Méditerranée, voilà, c'est effectivement beaucoup plus sensible. Mais comment dire ça ? J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, voilà, il faut aussi penser que l'agriculture a des effets positifs. Et voilà. Et donc, nous, tout notre travail, c'est d'essayer de comprendre les liens et de travailler à la fois sur l'atténuation, sur l'adaptation. Donc, comment et montrer que l'agriculture, c'est aussi par des pratiques. Là, peut-être on pourra revenir un peu sur des pratiques justement qu'on appelle agroécologiques, mais il y a des externalités, enfin il y a des effets positifs de l'activité agricole, y compris de l'élevage, parce que l'élevage est souvent mis en accusation comme étant émetteur de gaz à effet de serre, etc. C'est vrai, mais par exemple les prairies sont des puits de carbone. Donc voilà, alors aujourd'hui on étudie pour savoir si le positif est supérieur aux effets négatifs, mais c'est un travail qu'on conduit avec les éleveurs, avec toute la profession en France en particulier, mais aussi au plan global. La FAO est sur ce sujet. Donc voilà, on espère très fortement que dans l'accord sur lequel on est en train de travailler en décembre, l'agriculture sera présente et aussi à travers des externalités positives. Donc il faut travailler un peu sur tous les tableaux, atténuer les effets négatifs, mais aussi montrer qu'on peut, par des pratiques, améliorer la situation globale par rapport et que l'agriculture apporte sa petite pierre à la lutte contre le changement climatique. C'est vrai qu'il y a des gros enjeux, 1,5 milliard de vaches dans le monde. C'est vrai que c'est pas simple à nourrir et à gérer. Alors donc on va vous donner la parole. Il y a des micros qui vont circuler. Ce que je vous demande pour qu'un maximum de gens puissent s'exprimer, c'est bien de vous présenter, de dire comment vous appelez et si vous avez une fonction qui éclaire un peu votre prise de parole, et de poser des questions courtes, si c'est possible, de ne pas partir dans des témoignages de 10 minutes, parce qu'on a une demi-heure d'échange. Donc voilà, on va prendre 3-4 questions pour commencer, les intervenants qui le souhaitent vous répondent, et après on vous redonnera la parole, mais essayez de faire efficace et court, s'il vous plaît. Madame ? Oui, bonjour, je suis Aurélie Carry-Montrand, je suis enseignante-chercheur, j'ai travaillé sur l'insécurité alimentaire dans le sud de Madagascar et actuellement je travaille justement sur un projet de recherche-action autour du programme unitaire de l'ANDES. Donc l'idée c'est d'approvisionner en circuit court les épiceries sociales et solidaires, donc de répondre à la fois aux enjeux de précarité alimentaire, mais également d'aider des producteurs en situation de difficulté et qui résident à proximité des épiceries sociales et solidaires. Donc j'aurais aimé avoir un petit peu l'avis des intervenants sur ce type de solution. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce que c'est envisageable dans leur structure pour la banque alimentaire, par exemple ? Merci. Alors, ce que je propose aux intervenants, c'est que vous notez les questions auxquelles vous voulez répondre, et puis après, je vous donnerai la parole. Monsieur ? Oui, s'il vous plaît.
un ancien rural et un lecteur du Monde, sans plus. Monsieur Touzeau, vous avez fait allusion à vos parents et arrière-grand-père. Mais vous n'avez pas fait allusion au rendement que vous obtenez, vous, avec ceux qu'obtenaient vos anciens. Et croyez-vous encore les améliorer ou les amplifier? Et serait-ce bien? Question très concrète. On va aller un petit peu à droite. Monsieur. Bonjour. Merci beaucoup. Moi, ce ne serait pas une question, ce serait plutôt un témoignage. Donc, Olivier Hébrard, association Terre et Humanisme, que certains doivent peut-être connaître. Donc, excusez-moi, je suis jamais à l'aise quand je prends la parole. Regardez-nous, regardez pas derrière. Ouais, c'est mieux. Voilà, déjà, je remercie donc les organisateurs de nous avoir invités. L'association Terre-Humanisme, dont le corps de métier, c'est l'agroécologie, comme certains le savent. L'agroécologie en tant que pratique, mais aussi en tant qu'éthique, avec notamment l'idée que c'est un outil qui est applicable n'importe où, par presque n'importe qui. Et quand on dit n'importe où, c'est sur des terres même les plus déshéritées, comme l'a montré Pierre Rabhi, que ce soit en Ardèche ou au Burkina, initialement. Et voilà, donc maintenant l'association travaille sur un certain nombre de pays en Afrique notamment et en France. Alors en ce moment même, il y a le rassemblement agroécologique des agroécologistes justement au Burkina, qui rassemblera plus de 1000 personnes là, durant la semaine, justement pour ces questions qui travaillent beaucoup sur les questions de souveraineté alimentaire et de transfert de connaissances. Je vais juste donner un exemple d'un cas concret qui va vous parler par rapport à l'agroécologie en tant qu'outil pour la souveraineté alimentaire. Sur le village de Tacharan au Mali, où l'association Terre Humanisme dont on travaille de pair avec l'ONG UAVS depuis une dizaine d'années. Du coup, pour évaluer en fait tout le travail qui a été fait à l'échelle de ce village de environ 9000 habitants initialement. L'idée c'était de faire un audit l'an dernier pour voir toute la plus-value des actions agroécologiques qui ont été mises en place à l'échelle du village. Alors ce qui a été mis en place initialement, c'est... J'essaye de faire vite. Hein. On m'avait prévenu que vous feriez un petit témoignage, donc on va dire que c'est un peu exceptionnel. Ok, merci. Donc pas mal d'arbres ont été plantés, des diguettes, 50 km de diguettes anti-érosives ont été mises, des puits ont été surcreusés, un certain nombre de mares ont été faites. Donc l'idée, voilà, donc ça c'est d'abord d'une approche de manière assez globale. Au niveau du village, un certain nombre de potagers collectifs ont été créés. Aujourd'hui, il y en a 58. Donc, il y a des jardins qui ont été créés dans des écoles. Donc, il y a eu 26 centres d'alphabétisation qui ont été créés. Il y a eu un centre un grenier collectif, un énorme grenier collectif qui a été créé. Donc voilà. Donc d'abord, j'évoque juste ce qui a été fait. Et maintenant, ce que ça a permis. Alors, tout d'abord, d'un point de vue de la souveraineté alimentaire, les gens ils s'alimentent beaucoup plus qu'avant par eux-mêmes, par les potagers. Donc ils auront retrouvé une bien plus grande autonomie. Alors tout ça, l'audit, je précise, il était externe à l'association. Donc une bien plus grande autonomie, une autonomie financière également, puisque à partir de de ce qu'ils ont pu récolter, donc d'une part, ils n'ont pas dépensé, ils ont beaucoup moins acheté, et ils ont pu, pour certains, vendre les surplus. Donc une souveraineté d'abord alimentaire, une souveraineté au niveau des semences, puisqu'il y a également le CAPRO7 qui a été créé en 2006, qui est un centre de sélection des semences locales, adaptées au milieu. Donc là, pour le moment, il y a 37 variétés de semences qui ont été redéveloppées propres au milieu. Ensuite, donc voilà, ça permet tout d'abord ce côté souveraineté alimentaire, semencière, qui est en plein essor, qui va progresser. Ensuite, il y a le volet réhabilitation du milieu, donc le milieu reverdi. On dit que Gao est en train de devenir la zone la plus verte, que Tacharan est en train de devenir la zone la plus verte autour de Gao. Donc le milieu reverdi, les sols s'améliorent, puisque l'agroécologie telle que nous la concevons, bien sûr, c'est l'apport de compost, c'est de l'agroforesterie, c'est du non-travail, c'est de la couverture du sol. Enfin voilà, c'est toutes des démarches qui nécessitent une composition avec le vivant. Voilà, l'idée, c'est de travailler au maximum avec le vivant. Ensuite, le troisième aspect, c'est une redynamisation du milieu.
Il y a eu donc l'exode rural s'est arrêté et c'est inversé. Au début de l'expérience, il y avait 8000 habitants donc à Tacharan, il y en a aujourd'hui 10 000. Il y a moins de chômage. Et enfin, le 4e volet, pour citer ça, pour les conséquences de ce programme, dont on a l'évaluation, c'est ensuite en termes de qualité de vie. Donc il y a une meilleure relation des femmes au sein du village, d'une part grâce à leur alphabétisation et de leur implication dans tous les programmes. Et aussi, voilà, et je termine alors dessus, et sur la qualité de l'alimentation des nourrissons. Voilà, comme quoi il y a des solutions. cas, et puis bon, le site, je précise, le site de Terre Humanisme est très bien fait. Donc si on veut plus d'informations, on peut retrouver vos nombreux projets. Merci beaucoup. Monsieur, et puis après, vous pouvez peut-être répondre. Oui, bonjour. Donc, moi, par contre, j'aurais une question. C'est pas un témoignage que je vais faire. Donc, je suis venu un peu en retard, donc peut-être que vous l'avez fait avant. Mais je voudrais savoir, en fait, avoir une définition par l'ensemble des panélistes de l'agriculture familiale. Du fait qu'on en parle tout le temps. Enfin, on en a parlé pendant toute la séance. Mais je voulais savoir à partir de quand on fait de l'agriculture familiale et aussi à partir de quand on ne le fait plus. Est-ce que c'est juste quand on est agriculteur et qu'on exploite, c'est-à-dire est-ce que si une agriculture est faite par une famille, c'est à partir de là qu'on parle d'agriculture familiale, ou bien il y a des critères qui définissent réellement ce que c'est qu'une agriculture familiale versus une autre type d'agriculture? Très bonne question. Alors je ne sais pas qui veut répondre, que ce soit sur l'expérience à Madagascar, les rendements de votre exploitation, et puis cette définition de l'agriculture familiale. Peggy Pascal. C'est en effet une excellente question qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait fumer beaucoup de cerveaux en 2014. Donc la réponse, c'est qu'on n'a pas tous la même définition. Nous, société civile, qui avons fait un forum de clôture de l'année internationale de l'agriculture familiale, d'ailleurs on a sorti un manifeste qui reprend la plupart des positions qu'on a portées en France cette année. On parle des agricultures familiales et paysannes, parce que on l'a définit comme une agriculture qui est composée principalement de main-d'œuvre familiale, mais aussi qui a un très fort ancrage au territoire. Et on a demandé à plusieurs reprises justement qu'il y ait une définition très concrète qui soit donnée par cette année de l'agriculture familiale. Donc elle existe, sauf qu'elle reste suffisamment floue pour finalement ne pas parler d'une vraie question, qui est la question du choix du modèle agricole. Est-ce qu'on parle d'agriculture intensive à fort intrant chimique? Est-ce qu'on parle d'une agriculture vivrière? Est-ce qu'on parle... Enfin, il y a d'autres façons de qualifier l'agriculture qu'en la qualifiant de familiale, ce qui finalement, quand ça sonne dans l'oreille, rappelle principalement le fait qu'elle est composée de personnes qui appartiennent à la même famille. Et ça permet un peu d'évacuer les questions politiques qui sont un peu plus difficiles à traiter parce qu'un petit peu plus tendues. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une question de nombre, de nombre de personnes par rapport à l'exploitation, une question de taille? Non? Alors, Monsieur Zoundi dit non. Alors, dites-nous. Non, mais allez-y. Bon, je pense que, comme le premier intervenant a dit, la question est tellement complexe qu'on peut passer 2 jours même là-dessus. Bon. L'Observatoire mondial des agricultures mondiales vient de publier récemment un ouvrage qui reprend un certain nombre d'éléments. Bon, pour tout le monde, c'est encore plus flou d'ailleurs. Et le mieux que vous devez retenir, bon, c'est la base familiale, et effectivement c'est ça. Dans le temps, on avait dit, le système anglo-saxon, il dit smallholder. Donc, c'est pas petit. C'est pas forcément petit. Vous prenez au niveau du Burkina, Mali, un peu partout, et dans certaines zones, ceux qui font le cacao et autres, etc., c'est pas des petites superficies. Mais la base peut rester familiale, c'est-à-dire l'essentiel de la main-d'œuvre, c'est au niveau de la famille, quand bien même il y a des compléments. Bon, on a essayé d'avoir des caractéristiques, mais n'attendez pas vraiment à ce qu'on vous donne une réponse tranchée ici.
Marie-Hélène Léna. Oui. Oui, j'abonde complètement dans ce sens-là. En fait, c'est un lien fort entre la famille, entre le patrimoine, le capital de l'exploitation et le patrimoine familial, entre la main-d'œuvre familiale et la main-d'œuvre sur l'exploitation. Donc voilà. Mais effectivement, ça serait très réducteur aujourd'hui de donner une définition. On n'a pas trouvé, donc on continue à chercher, mais on va continuer. Vincent Touzeau, parlez-nous un peu de vos rendements. Ouais. Alors, je voulais juste sur l'agriculture familiale, d'abord pour commencer, je m'étais trouvé dans une situation face à des élèves où j'aurais dit, est-ce que vous pensez que moi je suis un agriculteur dit familial par rapport, notamment, c'était par rapport à la diffusion d'un film sur l'agriculture en Afrique, par rapport justement aux agriculteurs africains. Et tout le monde m'avait dit, oh non, surtout pas, je suis entrepreneur ou businessman, agro-businessman, etc. Et je dis, bah alors par rapport aux agriculteurs américains, elle m'a dit, ah bah oui, là, oui, là, je suis agriculteur familial. Bon, alors du coup, je suis un peu perdu moi-même. Néanmoins, nous, on avait travaillé une définition chez JA qui était, nous, on pense que voilà, une exploitation doit être viable, vivable, donc une notion de revenu transmissible, elle doit continuer, elle doit durer dans le temps. Et puis on doit conserver un lien, et ce que j'ai dit tout à l'heure, organique entre le capital et la force de travail. Parce qu'on ne veut pas de financiarisation de l'agriculture. Voilà, alors après c'est suffisamment ouvert pour y intégrer peut-être des formes un petit peu plus entrepreneuriales que ce qui peut être considéré dans certains autres pays. Néanmoins c'est une réalité française aussi, et on est bien obligé, nous, d'y accorder une importance. Voilà, donc pour ma part, sur cette définition-là. Ensuite... sur les rendements, la productivité, j'ai entendu beaucoup de fois intensification, etc. Bon, je pense que le jour où les agriculteurs, dans les années 60-70, ont utilisé le premier fongicide sur leur blé, ils ont quasiment doublé leur rendement. Voilà, c'est un fait, ça a permis de relever le défi qu'on avait à l'époque sur la sécurité alimentaire en Europe. Le contexte a bien changé. Je pense qu'aujourd'hui, mon objectif à moi sur mon exploitation et l'objectif des agriculteurs, c'est de maintenir surtout un revenu. Est-ce que finalement le revenu est forcément lié à une productivité ou à un rendement ? Plutôt un rendement, c'est pas tout le temps dit ça. Voilà. Je veux dire, par contre, il faut considérer aussi, il faut que vous sachiez que le métier d'éleveur, le métier de céréalier, c'est aussi tirer le meilleur profit des animaux qu'on élève avec passion, des plantes que l'on cultive avec passion, et que mon métier à moi, c'est d'avoir des belles vaches qui font du lait et d'une façon économiquement rentable, voilà, parce que je suis aussi entrepreneur. Voilà, et ça, c'est une réalité économique. Voilà. Et sur les rendements, je pense que je préfère parler de revenus plutôt que de rendement, voilà, pour ma part. Bon, c'est une conversation que vous pourrez continuer peut-être après. Oui, alors sur la question de Madame à Madagascar, oui. Oui, c'est pas pour parler de Madagascar, mais la question de savoir est-ce que le tissu associatif français qui fait de l'aide alimentaire est en relation avec le monde agricole. Oui, effectivement, nous sommes en relation avec le monde agricole et nous y travaillons pour l'être de plus en plus. Une preuve, c'est que les banques alimentaires sont par exemple présentes au Salon d'agriculture pendant 10 jours, justement pour travailler sur ces liens, pour se rapprocher de l'agriculteur et pour lui montrer que nous devons travailler ensemble. Pour l'exemple concret de l'approvisionnement, effectivement, nous aussi, aux banques alimentaires, on essaie des nouveaux modes d'approvisionnement. Par exemple, à la BA d'Auch, dans le Gers, un agriculteur a mis à disposition un champ dans lequel a été cultivées des pommes de terre. Et ces pommes de terre ont été cultivées par les bénévoles, avec le soutien de l'agriculteur. Elles ont été conditionnées par les bénévoles et elles ont permis une redistribution directe aux bénéficiaires. Donc effectivement, ça c'est notre premier exemple, mais tout le tissu associatif aussi qui fait de l'alimentaire en France travaille aussi à des programmes où on fait rencontrer les bénéficiaires de l'aide alimentaire avec le milieu agricole, où on explique comment ça fonctionne, comment que les haricots verts ne poussent pas dans des boîtes de conserve, plein d'exemples comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'une endive, qu'est-ce que c'est qu'un poireau, comment ça pousse, comment on le cuisine. Voilà, donc des visites. Enfin, ça paraît complètement surprenant, mais ça arrive et on travaille là-dessus. Donc je pense qu'effectivement, le monde agricole, l'agriculteur, doit travailler avec le tissu associatif pour faire évoluer, pour dépasser ce que je disais tout à l'heure, pour véritablement dépasser cette problématique et essayer de trouver ensemble des solutions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, formidable. Je sais pas, il y a quelqu'un. Où est le micro de gauche ? Là, voilà. On va monter un petit peu, puis on redescendra après. Voilà, monsieur. Oui, pardon, qu'est-ce qu'il y a ?
Madame, pardon, excusez-moi, vous êtes un peu dans le noir. Oui, bonsoir à tous. Merci pour les intervenants et Acted pour ce débat, cette rencontre. Je suis Madame Ogoumour, élue en charge du développement durable et du commerce équitable et de la restauration collective. Donc je touche un petit peu de près la thématique, dans le sens où ça fait une dizaine d'années que je travaille avec essentiellement les ONG. Sur la commune d'où je viens, qui est Alfortville, dans le 94, j'ai la chance qu'il y ait une volonté politique pour faire des initiatives. Je vais, avant de poser ma question, juste donner quelques mots-clés. Les OMD, le commerce équitable, Nord-Nord et Nord-Sud, les AMAP, l'éco-agrologie. Donc, il y a des mots, il y a des initiatives. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas que la volonté politique locale. Il y a aussi l'État, parce qu'on a l'impression de déléguer beaucoup sur les ONG. Et puis, il y a la réalité sur le terrain. On nous a mis dans la tête, 2015 quand même, c'est une année très très spéciale, avec la COP21 en décembre, et aussi le terme de la campagne des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, qui dit famine, éradiquer la famine dans le monde. Je pense que voilà, il y a beaucoup de délégations pour les associations et pour les ONG. Et sur le terrain, il n'y a pas vraiment une volonté de l'État de mettre des choses concrètes. Ce que vous ressentez en tant qu'élu local. Exactement. Est-ce que vous avez une question, du coup, au-delà de cette remarque ? Je vous donne juste un autre exemple, c'est la campagne là, contre le gaspillage alimentaire. Donc il y a vraiment un contraste entre la famine, l'insécurité, moi je préfère l'appeler l'insécurité alimentaire, et puis de l'autre côté le gaspillage. On s'est rendu compte au nord vraiment qu'il y a beaucoup de gaspillage. Et rien que dans le 94, là, sur Plaine Centrale 94, il y a presque 150 repas par jour qui se jettent. Il y a des années qu'on tire l'alarme, qu'il y a des gens à côté dans les restos du cœur. Chaque jour, il y a des gens qui arrivent de plus en plus, qui demandent de l'aide, qui n'arrivent pas à manger, qu'il y a des millions d'enfants qui meurent à travers le monde, et que nous, on est obligés par des lois de jeter dans les poubelles. Donc, actuellement, ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas assez de communication sur tout ça. Parce que pour le gaspillage alimentaire, excusez-moi si je suis lente, il y a actuellement, mais c'est important qu'on sache sur ce qui se passe actuellement sur le terrain. Il n'y a que la région Rhône-Alpes, dans Lyon, qui a mis en place pour mettre à disposition les repas qui sont gaspillés dans la restauration collective pour les associations caritatives. Et on essaie moi, ça fait 3 mois que j'essaie de mettre quelque chose en place. Donc voilà, ma question c'est, est-ce que vraiment l'État va faire quelque chose pour prendre sérieusement la problématique ? Merci. On note votre question, on va enchaîner rapidement s'il vous plaît. Mesdames, toutes les deux là rapidement. Bonjour, Aurélia, j'ai pas de casquette particulière, juste très intéressée par la sécurité alimentaire et notamment j'avais lu un livre de Jean Ziegler, donc, qui est l'ancien rapporteur à l'ONU sur le droit à l'alimentation, qui expliquait qu'une des meilleures manières de lutter contre la faim dans le monde et de promouvoir la sécurité alimentaire, c'était d'aller vers plus de protéines végétales et donc de réduire drastiquement sa consommation de viande. Donc effectivement, si on prend un chiffre, 1 kilo à ressources égales, pour produire 1 kilo de viande, on pourrait produire 16 kilos de soja. Ou 30% des terres arables qui sont utilisées pour nourrir le bétail occidental, alors qu'il pourrait nourrir des populations du Sud. Donc la question un peu poil à gratter, c'est quand on voit qu'il y a un lien direct entre la consommation du Nord et les productions du Sud, pourquoi est-ce qu'en Occident, on n'en parle pas ?
en tout cas très peu. Pourquoi est-ce qu'en France particulièrement, c'est moins le cas dans les autres pays d'Europe, on ne remet pas en cause un petit peu notre manière de manger en réduisant les apports en protéines animales. Je trouve ça un peu révoltant personnellement. Je me demande, est-ce que c'est une question de lobby? Est-ce que c'est une question qu'on ne veut pas bousculer l'habitude des consommateurs en France? Donc voilà, je suis preneuse de... D'accord, on a bien compris votre question. Mademoiselle? Bonjour, Camille, étudiante en agronomie ici à Paris. Et en fait, moi, ma question, comme ce débat, c'est sur le rôle de l'agriculteur dans la sécurité alimentaire. C'était un peu d'avoir l'avis des panélistes, en fait, sur la place des savoirs techniques des agriculteurs, que ce soit dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud, avec des gros guillemets, dans justement l'élaboration de politiques agricoles ou dans l'élaboration des projets de développement agricole. Voilà, merci. Merci. On va peut-être répondre un petit peu aux questions. Tout d'abord, peut-être Marie-Hélène Lenafre sur ce témoignage, là, et le décalage entre... en tout cas, c'est un ressenti entre le discours et l'action. Oui, alors c'est un gros sujet qui pointe depuis qu'on voit pointer depuis quelques mois, voire années. C'est le sujet des pertes et gaspillages. Alors c'est pas la même chose, parce que c'est pas parce qu'on gaspille au nord que ça va nourrir des gens au sud, ou que ça va même nourrir des voilà. Donc c'est assez, il faut vraiment dissocier les deux. Parce qu'on a effectivement un problème de gaspillage dans la plupart des pays du Nord. En France, on a mis en place un pacte anti-gaspillage qui vise à réduire de moitié le gaspillage à tous les étages, chez le consommateur, dans restauration collective, en distribution, etc., d'ici 2025. Et on a mis en place des groupes de travail avec tous les acteurs, que ce soit les producteurs, les chaînes de distribution, les transformateurs. Un exemple, c'est travailler sur les dates limites de consommation, parce qu'on sait que dans l'industrie, ils ont un petit peu tendance à prendre la sécurité maximum, et qu'on a vu, on pourrait éloigner un petit peu les dates qui sont mises, sachant qu'il y a un certain nombre de gens, dès que la date est périmée, ils mettent tout à la poubelle. Donc voilà, c'est travailler sur ces choses-là. C'est un petit exemple, mais donc les résultats, évidemment, on les a pas encore, et parallèlement, on fait aussi des recherches pour voir où on peut gagner, avoir des gains, améliorer l'existant. Donc ça, c'est dans les pays du Nord. Dans les pays du Sud, je ferai une petite différence. Je ne veux pas parler pour les intervenants qui viennent en particulier du Sahel, mais on va plutôt arriver sur des questions de stockage, sur des infrastructures, des investissements pour des silos, sur les chaînes de distribution, sur ces choses-là, puisqu'on sait que dans certains pays, il y a jusqu'à 30 à 40% de pertes après récolte. Voilà. Donc c'est deux choses différentes. On y travaille. Le sujet est évoqué. On y travaille à la FAO. On y travaille dans plusieurs enceintes, à la fois du point de vue scientifique et puis ensuite sur essayer de mettre en place des politiques. C'est pas facile, mais voilà. J'espère qu'on aura des résultats. Tant que vous avez le micro sur cette question de la consommation de la viande. C'est une question qu'on a à chaque fois. Ben voilà. Donc voilà. Alors bon, c'est toujours une question compliquée. Là, c'est pareil. C'est pas parce qu'on mange moins de viande chez nous, ce qui est le cas d'ailleurs, parce que quand vous parlez avec les professionnels, la consommation diminue en France et dans les pays développés. Par contre, elle augmente dans un certain nombre de pays. C'est phénoménal dans les classes moyennes d'un certain nombre de pays, par exemple en Chine, et ça fait tout de suite des chiffres énormes qui ne sont pas sans poser d'autres soucis. Donc je crois qu'il faut surtout éviter le débat très simpliste sur la question. Moi, je ne sais pas, je voudrais entendre les collègues du Sahel. Au Sahel, l'élevage, c'est aussi une organisation sociale, c'est aussi assurer de l'emploi, des revenus aux agriculteurs. Donc je crois qu'il faut faire très très attention sur les questions d'élevage à pas être trop simple, quoi. Donc je crois qu'on est vraiment... voilà, il faut éviter la tarte à la crème. Je ne réponds pas complètement à la question, mais voilà, je crois qu'on n'a pas le temps, mais on pourrait Mais de toute façon, là, on va bientôt arriver à la fin de la conférence. Les conversations pourront se poursuivre juste derrière. Vincent Touzeau, vous, sur cette histoire, vous qui êtes éleveur. Oui, plus sur l'élevage, et c'est vrai que c'est une question qui revient tout le temps, c'est vrai, mais qui est néanmoins intéressante. L'élevage a en France une place particulière, d'abord sur nos territoires, sur l'entretien des territoires, et finalement si on considère
une grosse partie de la France et les zones de pastoralisme, notamment de montagne, de moyenne montagne. Je crois que l'élevage est une composante essentielle de l'entretien de ces territoires-là. Alors on ne fait pas que de la viande avec l'élevage, on fait aussi du lait, on fait aussi des très bons fromages. Moi, ce que je crois que ce qu'il faut qu'on soulève, et ce que nous soulevons comme problématique, et sur les flux notamment de matières premières agricoles, et le soja d'Amérique latine et des États-Unis qui finalement vient complémenter les rations de nos animaux en France et en Europe. Ça, c'est une problématique qui est réelle aujourd'hui, qui nous pose souci, nous, agriculteurs, parce qu'on est dépendant de matières premières dont on ne maîtrise ni la production, ni la façon de produire, ni le prix. Enfin, voilà. Et puis en plus, je crois que au moins les jeunes agriculteurs dans les récentes réformes de la PAC, nous avons toujours demandé un vrai plan protéines européen, justement pour que au moins nous n'ayons plus cette incohérence de flux de matière qui quand même est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, voilà, si on se projette à moyen ou long terme, quoi, sur l'agriculture. Voilà, je pense que moi je passerai plutôt le débat sur ce point-là. Après, sur la viande, c'est on aime ou on n'aime pas, quoi. Voilà. Gaëtan Lassalle, rapidement avant de donner la parole. Très rapidement, sur ce débat-là, je vais être très terre à terre. Le sujet, c'est l'insécurité alimentaire. Une personne, quand elle a faim, elle a envie de manger, point. Elle n'a pas de protéines dans sa semaine, elle est bien contente de manger de la viande. En plus, deuxième problématique, nous, association, nous avons une grosse problématique vis-à-vis de protéines, c'est que nous n'en avons pas. Donc les gens manquent de protéines et on n'en a pas pour distribuer. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le débat proposé, alors je suis désolé de dire ça comme ça, peut-être un peu violemment, mais proposer des protéines végétales plutôt que de la protéine animale, ça me paraît compliqué dans un premier temps. Surtout faire entendre à ces populations-là, ces personnes-là, que plutôt que de leur offrir de la viande, on va leur offrir du soja, ils vont me répondre en vous disant directement je vais d'abord manger de la viande, après on verra si on mange du soja. Et dernière précision, je suis désolé, c'est très rapidement sur la lutte contre le gaspillage. Encore une fois, je vais pousser un peu mon cri. Évitons d'apporter des solutions simples à des problèmes compliqués. La restauration collective, on y travaille aussi, mais c'est très très compliqué, ça dépend de problématiques, de réglementation, de législation, et tout le problème du gaspillage. Il y a des travaux qui sont menés par le ministère depuis 2 ans et demi, toute la chaîne alimentaire est réunie, et je pense qu'il faut attendre que tous les acteurs se soient mis d'accord pour trouver des solutions. Voilà. Alors on va terminer avec vous, Monsieur Zoundi, sur, sauf si Monsieur Tankari veut compléter, mais sur l'importance, la place des savoirs techniques, justement, cette question, pour remettre l'agriculteur au centre de la problématique. Voilà, merci. Je voulais une belle question de Camille. C'est bien Camille. Et c'est pour dire que les savoir-faire paysans, bon, dans le contexte de l'Afrique que je connais bien, c'est pas le savoir-faire, c'est pas fait pour rédiger des projets, rédiger des trucs. Mais les savoir-faire paysans font changer pratiquement le monde agricole. Et je vous donne seulement un exemple de la technique du zaï. Le zaï, pour ceux qui connaissent le Sahel, Niger, Burkina, Mali, etc., c'est des techniques de préparation des sols avec des applications localisées de fumure, de compost et autres, etc., qui arrivent à faire produire dans des environnements très, très, très hostiles. Tout ça, c'est des savoirs paysans. Vous prenez toute la zone, même, ils ne sont même pas restés à ce niveau. Ils ont même constitué des associations d'innovateurs, de savoirs paysans et autres, etc., d'agroécologie, même des centres en agroécologie, en savoir-faire, etc., pour changer les choses. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, et les savoir-faire paysans pour traiter les animaux, assurer leur alimentation et tout, etc. Personnellement, je suis technicien, mais j'ai beaucoup appris par ces paysans-là. Bon, qu'il faut changer beaucoup de choses. On n'aura pas le temps de parler des demi-lunes et des cordons pierreux. Hein. Alors, Monsieur Tankari, vous voulez rajouter quelque chose ? Juste le rajout que je voulais faire, c'est que finalement les politiques agricoles
la limite des politiques, ce n'est pas tellement une question de savoir technique. Je pense qu'on a des tas d'exemples. On vient d'avoir l'exemple de Tacharan au Mali. On peut développer du savoir-faire local. Et je pense que le politique agricole souffre de changements structurels vraiment profonds, même de changements sur les systèmes de production. Il souffre d'organisation, il souffre de mise en marché, parce que les producteurs sont laissés à eux-mêmes, les marchés ne sont pas protégés. Et c'est ça qu'on a besoin de changer dans les politiques. C'est vraiment des questions structurelles de fond, plutôt que des questions techniques, à mon avis. Merci à tous. Donc on arrive à la fin de la conférence. Je vais donner la parole à Caroline Pasquier qui va conclure. Voilà, juste un mot pour vous remercier Anne-Cécile d'avoir animé ce débat et tous les intervenants de s'être déplacés pour ces échanges. Et merci à vous d'être venus sur ce débat, donc sur le rôle de l'agriculture de l'agriculteur dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et lutte contre la pauvreté au sens large, puisque c'est des thématiques bien plus larges que ce qu'on peut croire au premier abord. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Bonne soirée.